explicite. Thank you, Mr. President. Le président, oui, Maître Bourgon, vous avez la parole. Maître Bourgon, merci, Monsieur le Président. Je viens d'être informé par leur greffier que pour ce qui est de 2h30 qui nous ont été accordées, pour ce qui est de la plaidoirie de Nikolic, nous avons encore 15 minutes, Monsieur le Président. Je demande que vous soyez indulgents de nous accorder encore quelques minutes de plus, c'est-à-dire 40 minutes, ce qui fait 25 minutes de plus par rapport au temps qui nous a été accordé. Le président continue, Maître Bourgon, merci. Avant la pause, j'ai parlé donc du paragraphe 2610 et 2611. C'est 2611, je m'excuse, du mémoire culture de l'accusation. Encore une fois, j'ai fait une erreur au paragraphe 2608. J'ai dit qu'il n'y avait pas de réunion entre Beara et Popovic au commandement de la brigade le 15 juillet et qu'il s'agit d'une spéculation. Beaucoup de témoins ont témoigné sur les événements qui sont survenus le 15 juillet, dans la matinée du 15 juillet, et personne d'entre eux n'a mentionné la présence de Beara au commandement de la brigade de Zvornik, et même le témoin Pandurevich qui a témoigné et a expliqué tout ce qui s'était passé au moment où il était retourné au commandement de la brigade de Zvornik, et malgré le fait que, d'après sa thèse, Beara a repris le commandement du commandement de la brigade de Zvornik, même lui a mentionné que Beara était là-bas dans la matinée du 15 juillet. Monsieur le Président, maintenant je vais passer au paragraphe 2609 du mémoire clôture de l'accusation. Le fait est que l'accusation avance que Drago Nikolic est allé avec Turbic à l'école de Rochevich. Simplement, si on se penche sur les heures pendant lesquelles ce serait passé, ce n'est pas possible. L'accusation aimerait que vous croyiez que Drago Nikolic était partout en même temps, qu'il était de service dans la matinée de ce jour-là à 11h45, qu'il était, d'après le témoignage de Micho Garvich, il a rencontré les personnes du commandement de brigade Zvornik dans la matinée ce jour-là, et ensuite l'accusation aimerait dire qu'il était en même temps à l'école de Rochevich. Et si vous regardez le témoignage du témoin de PW 175 et attentivement, vous ne pouvez accorder aucun poids à cette allégation dans ce témoignage parce que tout simplement cela n'a pas été prouvé. L'accusation encore une fois continue à mettre des hypothèses au paragraphe 2610 en disant que Drago Nikolic a été de service ce matin-là, tôt dans la matinée, et qu'il a reçu une demande pour ce qui est des munitions qui devaient être envoyées au premier bataillon, que cela est suffisant, c'est ce qu'ils disent, pour que Drago Nikolic soit considéré comme étant la personne qui était au courant des événements qui se passaient au premier bataillon et que ce jour-là, les gens allaient être tués. C'est une déduction qui ne peut pas être tirée de tout cela au-delà de toute raisonnable accusation continue en disant que Drago Nikolic a été impliqué au meurtre de 4 survivants de la ferme de Branievo, et nous avons parlé de cela. Et les seuls éléments de preuve versés au dossier pour ce qui est de cette question, c'est le témoignage du témoin protégé PW 168, et cela n'a aucune valeur probante. Et le fait est que Drago Nikolic n'a pas été impliqué à l'enterrement, à l'ensevelissement des corps. Encore une fois, le seul témoignage par rapport à cela est le témoin PW 168. Il y a une conversation interceptée pour ce qui est de réensevelissement, mais pour ce qui est de cette conversation interceptée, notre avis ne peut être interprété que à la faveur de Drago Nikolic, à savoir qu'il n'a pas été mêlé à ces réensevelissements. Il est également important, si on regarde donc ces réensevelissements, que Drago Nikolic, d'après tout, les éléments de preuve versés au dossier se trouvaient à un autre endroit au moment des réensevelissements. Finalement, il faut que Monsieur le Président, que je parle d'un sujet très important, et c'est le fait que qui a été retiré
par l'accusation. Il n'y avait pas de moyen de preuve présenté par l'accusation là-dessus. Il n'y avait pas d'affirmation selon laquelle Dragonic aurait été responsable pour ce qui est des événements concernant les patients qui ont été transférés de l'hôpital de Milici à la brigade de Zvornik. C'était une allégation dans l'acte d'accusation retenu contre Drago Nikolic. Cela a été également mentionné avant le préalable procès de l'accusation, mais je ne peux pas vous indiquer le numéro de ce paragraphe et vous allez vous souvenir que l'accusation a mentionné cela dans les déclarations liminaires. Pourtant, cela n'a été mentionné nulle part au moment de clôture de l'accusation que Drago Nikolic aurait été impliqué à la disparition ou au meurtre des patients pris dans l'hôpital de Milici. Je me suis entendu à ce qu'il en parle dans des arguments oraux que l'accusation donc se corrige à ce sujet, mais cela n'a pas été fait. Donc par conséquent, Monsieur le Président, la seule conclusion qu'on peut retirer immédiatement maintenant est que Drago Nikolic n'a pas été impliqué à des événements concernant les patients à l'hôpital de Milici qui ont été transférés à Zvornik. Et je profite de cette occasion pour mentionner une erreur que j'ai faite avant. Au moment où j'ai fait référence au témoignage du témoin Stojkic, j'ai dit qu'il a témoigné qu'il était rentré avec une compagnie de chars. Ce n'est pas vrai, il n'a pas témoigné à ce sujet, donc c'est une erreur, je m'en excuse et c'est quelque chose dont on a parlé de notre mémoire en clôture, à savoir qu'il était retourné avec sa compagnie de chars, mais il n'avait jamais dit cela. Tout simplement, il a dit qu'il était retourné à la date du 13 juillet. Maintenant, je vais passer au chef d'accusation numéro 1, génocide. Bien sûr, notre position est qu'il n'y avait pas de génocide commis, et bien et même s'il y avait eu le génocide qui a été commis, Drago Nikolic ne assume aucune responsabilité au pénal pour le génocide. La chambre d'appel a déjà conclu auparavant dans l'affaire Krstić que le génocide a été commis à Srebrenica. Pourtant, il s'agit d'une conclusion factuelle qui ne tient aucunement la chambre par rapport à laquelle la chambre de première instance n'est pas tenue. En quelque sorte, la chambre de première instance doit décider s'il y a eu le génocide commis dans cette affaire à Srebrenica sur la base des éléments de preuve versés au dossier dans cette affaire et non pas dans d'autres affaires précédentes. Nous comparons les éléments qui ont été présentés à l'affaire Krstić avec les éléments présentés dans cette affaire. Il y a de énormes différences. Nous savons que nous avons beaucoup plus d'informations aujourd'hui que cela n'était le cas pour ce qui est de la chambre d'appel et la chambre de première instance dans l'affaire Krstić. Et si on applique le même ligne de raisonnement que la chambre d'appel dans l'affaire Krstić, nous donc pouvons tirer la conclusion qu'il n'y avait pas de génocide. Et donc nous passons à l'allégation de l'accusation qui a été changée par la suite. Ils ont complètement changé leur position dans l'acte d'accusation au moment où ils ont étaient en train d'écrire leur mémoire en clôture. Avant, il y avait 4 éléments du génocide présumé et maintenant, il y en a seulement 2. Ils ont donc renoncé à énumérer les réensevelissements ainsi que des meurtres opportunistes en tant que des éléments ou des éléments intégrants du présumé génocide. Et ils disent maintenant que le génocide consiste à 2 entreprises criminelles communes. La première était de tuer tous les hommes aptes à porter les armes et deuxième de exécuter le transfert forcé de la population de Srebrenica et de Jepa. Il faut voir quel est le libellé utilisé, Monsieur le Président, dans leur mémoire clôture. Vous allez voir que ce que j'ai dit avant est vrai, à savoir que quand il parle du meurtre de tous les hommes valides ou aptes à porter les armes, il parle de la séparation des hommes de la population de les enclaves de Srebrenica et de Jepa, et cela montre que les hommes n'ont pas été transférés par la force et quelque chose de différent leur est arrivé et non pas le transfert forcé, Monsieur le Président. Il y a aussi des problèmes évidents pour ce qui est de la prise criminelle commune présumée qui consistait à tuer tous les hommes valides de Srebrenica. D'abord, il n'est pas contestable que tous les hommes valides de Srebrenica avaient été en fait tués. Donc il y a la fin commune pour ce qui est de cette emprise commune criminelle présumée qui n'a pas été en fait exécutée, qui n'a pas été réalisée sur la base de tous les éléments, y compris les éléments de médecine légale et démographique. On ne peut pas tout simplement conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que plus de 7000 hommes musulmans de Srebrenica avaient été tués en tant que résultat des crimes qui ont été retenus dans cette acte d'accusation. Bien sûr, aucun des avocats de des équipes de défense ne sera pas en mesure de vous présenter tous les arguments, toutes les conclusions
pour ce qui est de ce sujet, comme cela a été le cas de l'accusation, mais cela n'est pas important parce que cela se trouve dans notre mémoire en clôture et il a été dit qu'il n'était pas possible de prouver au-delà de tout raisonnable quel était le nombre maximal de personnes qui avaient été tuées en tant que résultat de la commission des crimes dans cette affaire. Cela n'excède pas le nombre de 3000. Deuxièmement, et ce qui est encore plus important pour ce qui est de la naturesse criminelle commune de tuer tous les hommes valides doivent apporter les armes, il y avait beaucoup de contre-indications pour ce qui est des événements qui ont eu lieu en Bosnie orientale en juillet 1995 qui reflètent l'intention génocidaire. Et cette contre-indication est que les hommes qui ont été tués pendant qu'ils se déplaçaient au sein de la colonne, l'intégration de tout cela ont été tués en tant que résultat des activités de combat légitimes, ce qui nie donc l'affirmation qu'ils ont été tués pour qu'ils soient détruits en partie ou intégralement. Le groupe des musulmans de Bosnie en tant que tel, l'accusation a admis que c'était moins de 70% à 73% de tous les hommes tués, toutes les personnes tuées dans les archives d'armée BH. C'est important. 73% des membres de la colonne se trouvaient dans les archives, dans les registres des soldats combattants de l'armée bosnie-herzégovine. Donc, leur mort ne peut pas être considérée comme l'arrestation de l'intention de détruire la population musulmane de Bosnie. Deuxième indication contraire, le fait qu'il y avait beaucoup d'hommes de Srebrenica qu'on peut relier au deuxième corps d'armée. C'est important car quand on pense que les ordres donnés par l'état-major principal vers le bas pour empêcher que ces hommes soient reliés au deuxième corps d'armée de l'armée de Bosnie-Herzégovine, qui était de ne pas les tuer, montre qu'il n'y avait pas d'intention de tuer les hommes en âge de combattre. Et puis, contrairement aux conclusions de l'affaire Kerstich, c'est un autre élément qui va dans le sens contraire. Les hommes en âge de combattre de GEPA étaient contrôlés par la VRS. Pourtant, celle-ci n'a commis aucun acte génocidaire à leur encontre. Autre contre-indication, c'est la conclusion de la commission d'Arvor qui dit que le fait de tuer des hommes jeunes de façon sélective dans une population n'est pas la preuve d'une intention génocidaire. C'est le paragraphe 513 du rapport Darfour. Autre indication contre le fait que les prisonniers détenus à l'école de Kula ont été placés sous la garde de la police militaire du corps de Bosnie orientale et ont été donc éloignés de la zone de Zvornik. Ils ont été emmenés à Betkovci, ce qui montre qu'il n'y avait pas d'intention de tuer ou de détruire en tout ou en partie le groupe des musulmans de Bosnie. Momisa Simic, compte conduite d'audience 28 567 à 69. Je vous l'ai déjà dit, il y avait le chaos qui régnait à Bratunac le 13 juillet. Et ceci montre qu'il n'existait pas de plan génocidaire. Bien sûr, des personnes ont été tuées. Bien sûr, il y a eu des crimes. Effectivement, ces crimes ont été atroces, mais il n'y avait pas d'intention génocidaire dans cette zone à ce moment-là. Et mon confrère l'a dit aussi dans ses réquisitions, numéro de page du compte-rendu 34-276. Ce qui s'est passé, a-t-il dit, à Srebrenica, ce fut un nettoyage ethnique. Je ne veux pas dire que j'étais d'accord avec lui, mais je dirais que, en disant cela, l'accusation reconnaît que ce ne fut pas un génocide. Le nettoyage ethnique, ce n'est pas du génocide. Ce qui s'est passé en juillet 1995, c'est que la VRS cherchait du terrain pour être bien placée au moment des négociations, comme le faisait l'armée de Bosnie-Herzégovine qui combattait à Sarajevo et comme le faisaient les Croates qui combattaient dans le cadre de l'opération Tempête. Ils combattaient eux aussi en juillet 1995. Ils ne combattaient pas pour détruire en tout ou en partie le groupe ethnique des musulmans de Bosnie en tant que tel. Il y a aussi d'autres problèmes manifestes s'agissant à l'intention de l'entreprise criminelle commune qui serait d'avoir une intention génocidaire et d'éliminer la population musulmane. Nous avions donc la commission Darfour présidée par une personne de choix, à savoir Antonio Cassese. Il a dit effectivement au paragraphe 515 de ce rapport Darfour que le transfert forcé est en fait une indication contraire à l'intention
génocidaire. Le fait qu'on force des personnes à changer de lieu, même si ceci constitue infraction, ce n'est pas la preuve d'une intention génocidaire. Au contraire, ceci tend à montrer que la destruction physique ou biologique d'un groupe n'est pas l'intention recherchée. Problème supplémentaire, et c'est ce que dit aussi le rapport de la commission Darfour, c'est corroboré par le fait que deux des accusés en l'espèce, même si on les accuse de transfert forcé, ne sont pas accusés de génocide. Ceci montre que la façon dont l'accusation a compris les choses, à savoir que il y aurait un membre de l'entreprise criminelle commune qui cherchait à forcer la population musulmane à quitter les deux enclaves, si c'était prouvé et que ceci n'entraîne pas nécessairement la preuve d'une intention génocidaire. C'est là, une fois de plus, une concession importante faite par l'accusation. Troisième point, c'est le dernier et non des moindres, il y a un problème encore plus considérable. C'est que même si des actions ont été prises pour encourager les deux modes de ECC, même si on les rassemble, ceci ne constitue pas pour autant une intention génocidaire, comme le dit le rapport Darfour. C'est ce que conclut la commission d'affaires. Les assaillants n'ont pas d'intention génocidaire car ils avaient pour intention de tuer tous ceux qu'ils tenaient pour rebelles et qu'ils voulaient chasser par la force toute la population pour qu'elle parte des villages et pour empêcher les rebelles d'obtenir le concours ou le soutien des populations locales. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de génocide commis dans la région de Srebrenica. De plus, même si la Chambre devait conclure qu'il y a eu génocide, l'accusation n'a pas réussi à prouver que Drago Nikolic était animé de l'élément moral nécessaire. L'accusation fait valoir que le plan génocidaire de Srebrenica vient de directives politiques et de décisions prises ultérieurement par les dirigeants de la RS et de la VRS. Ce qui est important, c'est que Dragojevic n'avait pas connaissance de ces politiques, n'avait pas connaissance de ces décisions prises ultérieurement. L'accusation dit que le plan génocidaire a trouvé son apogée dans les deux formes de CC. Nous l'avons dit, nous l'avons prouvé. Drago Nikolic n'a été membre d'aucune des deux formes de CC présumées. Relevons aussi que le rôle central joué par Drago Nikolic dans les crimes commis en juillet 1995, en tout cas c'est ce qu'affirme l'accusation, que tout ceci n'a simplement pas été prouvé. Les actes et comportements de Drago Nikolic du 12 au 17 juillet, associé au fait qu'il avait très peu de connaissances s'agissant d'objectifs apparemment poursuivis par les dirigeants de la RS et la VRS, tout ceci n'entraîne pas la conclusion qu'il avait une intention génocidaire. L'accusation dit ensuite que Drago Nikolic avait l'intention de commettre un génocide et que ceci se prouve par le fait qu'il a utilisé un langage péjoratif. Nous savons que la Chambre d'appel a déjà statué. Ce genre de langage, c'est quelque chose qui est commun en temps de guerre. Par conséquent, a dit la Chambre, on ne peut y attacher aucun poids si on cherche à établir une intention génocidaire. Enfin, l'accusation dit que l'intention génocidaire de Drago Nikolic peut se déduire du haut degré de planification et de coordination qu'il a fallu pour assurer cette opération meurtrière, vient de la façon systématique dont les corps des musulmans assassinés ont été une première fois et une deuxième fois enterrés. L'accusation n'a pas réussi à prouver une contribution quelconque de Drago Nikolic à une coordination, à une planification de haut niveau. Nikolic n'avait pas l'intention de détruire en tout ni en partie le groupe des musulmans de Bosnie en tant que tel. Dernier sujet que je vais aborder rapidement, le complot ou l'entente en vue du génocide. Je relève que rien dans ce deuxième chef n'a été mentionné par l'accusation dans son mémoire en clôture. Je vous rappelle nos arguments. Le premier, c'est que l'accusation fait une confusion entre les choses, confond l'entente du génocide avec le CC. L'un, c'est un mode de responsabilité, l'autre, c'est une infraction. L'accusation, Mitchell en particulier, a dit que Drago Nikolic est devenu membre de cette entente plus tard.
Mais ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Un individu peut finir par devenir membre d'une entreprise criminelle commune une fois, pour autant qu'il ait appris quel était l'objectif commun, qu'il ait l'intention d'y contribuer et d'y contribuer de façon matérielle. Mais s'agissant de l'entente à ce moment-là, du complot, il n'a plus lieu d'être à ce moment-là. On ne peut pas euh, avoir une entente qui va se poursuivre en tant qu'entente à un stade ultérieur. Et même si la Chambre concluait qu'il y a eu en Bosnie orientale en juillet 95 le crime d'entente en vue du génocide, ce qui serait contraire à nos arguments, les éléments le prouvent. Maro Nikolic n'a aucune responsabilité à cet égard, car pour avoir une entente, il faut avoir une intention génocidaire, ce qu'il n'avait pas. Enfin, s'agissant des persécutions, je vous renvoie, Madame et Messieurs les juges, aux arguments contenus dans notre mémoire et je relève une fois de plus que l'accusation n'a même pas essayé de bien expliquer, de prouver et d'expliquer de quelle façon chacun des co-accusés était animé de l'intention discriminatoire requise. Ce qui s'est passé en juillet 95, quels que soient les auteurs de ces faits. Ce qui s'est fait, ce n'est pas parce que les victimes étaient des musulmans. Ce qui s'est fait, c'est parce que c'était des ennemis en face des personnes qui ont commis ces actes. C'était pour obtenir des gains de territoire. Il n'y a pas eu persécution comme l'affirme l'accusation. Je vais maintenant passer la parole à Maître Nikolic s'agissant de la peine et pour les plaidoiries finales. Le président, merci. Maître Bourgon, Maître Nikolic, vous avez la parole. Maître Nikolic, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, bonjour à tout le monde dans le prétoire. Beaucoup de choses ont été dites au cours de ces 3 ans pendant nos arguments oraux. Et par conséquent, je vais revenir sur donc les circonstances atténuantes et aggravantes, ainsi que sur la personnalité de M. Nikolic, ainsi que des arguments finaux concernant ces sujets pour ce qui est du mémoire de clôture de l'accusation, ainsi que de ces arguments oraux. Dans leur mémoire de clôture, le 2 septembre 2009, M. McCloskey a dit à la page 34046 jusqu'à 34047 que 3 choses sont nécessaires pour prouver la culpabilité de tous les accusés. Je m'excuse, juste un instant s'il vous plaît. Je m'excuse encore une fois parce que le compte rendu s'est figé sur mon écran. Et c'est comme suit que les accusés ont délibérément manqué à leur obligation. Ils n'ont pas aidé les victimes, ils n'ont pas donc miné la commission des crimes. D'abord, nous avons soutenu il ne faut pas que je réitère, que Dragan Nikolic, en tant qu'organe chargé de la sécurité au sein de la brigade Zvornik, n'a eu de pouvoir ni d'autorité pour ce qui est des prisonniers de guerre. Donc l'accusation n'a pas prouvé que Dragan Nikolic ait manqué à ses obligations, à ses devoirs. Deuxièmement, l'accusation n'a pas accusé Dragan Nikolic pour ce qui est de la responsabilité du commandement, ni sur la base de cette responsabilité, et l'accusation ne peut pas à la fin de l'affaire l'accuser de n'avoir pas essayé d'éviter que le crime soit commis. Et finalement, l'accusation n'a pas prouvé, comme mon collègue a déjà souligné, que Dragan Nikolic était au courant des plans communs et qu'il ait eu l'intention de les renforcer, et qu'il ait eu l'intention nécessaire pour ce qui est des éléments compris dans le crime de l'entreprise criminelle commune. Dragan Nikolic était à Zvornik au moment où ces événements se sont passés, le 14 juillet 1995. Les événements qui se sont passés très vite. Et comme cela a été dit à un moment donné, durant l'affaire, que Dragan Nikolic a compris et a appris que les prisonniers de guerre qui avaient été amenés à Orahovac avaient été exécutés, fusillés,
Et c'était dans la soirée du 14 juillet 1995. Drago Nikolic était près de l'école à Orahovac et à Petkovci et à Pilica et Rocevic. Il n'a jamais mis pied à Pilica et Rocevic au moment où ces événements critiques se sont passés. Mais il ne faut pas souligner que ce qui s'est passé le 14 juillet 1995 soit important pour ce qui est de sa culpabilité, de l'appréciation de sa culpabilité. Ce qui est plus important est de déterminer ce que Drago Nikolic aurait pu faire à notre terme, quels étaient leurs quels étaient les actes qui lui ont été possibles de faire, quelle était l'influence qu'il aurait pu avoir sur les événements, sa position, son rang, vu la nature des événements qui se sont passés, vu l'ampleur des opérations, ainsi que les grades et les autorités d'autres officiers qui ont été impliqués. Les faits exposés dans cette affaire démontrent que Drago Nikolic n'a aucunement pu avoir une influence sur la décision concernant les prisonniers de guerre qui avaient été amenés dans la zone de Zvornik et sur le territoire de Zvornik. Il a appris que les prisonniers de guerre étaient arrivés au moment où ils étaient arrivés et il n'a pas pu éviter que ces prisonniers soient déployés dans les écoles, soient mis dans les écoles dans la zone de Zvornik. Il n'a pas pu s'occuper des vivres et de l'eau pour les prisonniers. Il n'a pas pu non plus secrètement appeler les membres d'une station de télévision, comme cela a été avancé dans le mémoire en clôture de l'accusation. Au paragraphe 27-15, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, j'aimerais parler des circonstances aggravantes présentées dans le mémoire en clôture de l'accusation au paragraphe 2816 jusqu'à 2827. L'accusation soutient que l'ampleur des crimes, le nombre de victimes, de personnes blessées, ainsi que le statut de victime représentent des conditions aggravantes, des circonstances aggravantes. Monsieur le Président, ces éléments ne peuvent pas être considérés comme étant circonstances aggravantes. C'est parce que ces éléments se trouvent en tant qu'éléments intégrants de la définition des crimes retenus contre les accusés, ainsi que retenus contre Drago Nikolic. Cela se trouve au paragraphe du jugement Blagojevic-Jokic, paragraphe 841 et 843. Deuxièmement, l'accusation dit au paragraphe de leur mémoire en clôture 2822 jusqu'à 2825 que le haut grade et la position importante, la fonction importante de Drago Nikolic au sein de la brigade représentent des circonstances aggravantes. Pourtant, Monsieur le Président, comme nous avons déjà dit, Drago Nikolic était sous-lieutenant, ce qui veut dire qu'il avait le grade l'inférieur pour ce qui est d'un officier. Cela a été exposé au paragraphe 412 à 415 de notre mémoire en clôture. Sa fonction au sein de la brigade a été montrée par le témoignage de PW 104 qui a dit que Drago Nikolic, en tant que lieutenant, n'avait pas beaucoup d'influence. Page de compte-rendu 8018. Il n'avait pas un grade élevé, comme l'accusation a dit, ni une grande autorité. Et troisièmement, d'après l'avis de l'accusation, paragraphe 2826 jusqu'à 2827, la participation volontaire de Drago Nikolic à la commission des crimes représente aussi des circonstances aggravantes. Et aux mémoires de clôture, ainsi que lors de leur réquisitoire, la défense de Drago Nikolic rejette catégoriquement les allégations de l'accusation par rapport à cela. Drago Nikolic se trouvait au centre des événements et mis au centre des événements contre son gré. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, par rapport à ce sujet, j'aimerais indiquer qu'il y a des choses similaires pour ce qui est de Dragan Jokic, qui a été condamné par ce tribunal pour les mêmes événements. Au paragraphe 36 du jugement Blagojevic-Jokic, la Chambre de première instance a constaté que la participation limitée de Drago Nikolic et son grade inférieur influence la gravité du crime, qui est un élément pour ce qui est du prononcé de la peine. Comme on a déjà dit, la participation de Drago Nikolic à ces événements a été très limitée.
n'a pas été membre des entreprises criminelles communes indiquées, même s'il assume une partie de responsabilité parce il se trouvait près des endroits où les événements se sont passés à Orhovat. Il était sous-lieutenant et il n'avait pas l'autorité de l'officier supérieur. J'attire l'attention de la Chambre à nos arguments pour ce qui est de la personnalité de M. Nikolic par 39.6 jusqu'à 421 de notre mémoire en clôture. Également, je rappelle à la Chambre de première instance, avec tout respect, que je vous dois montrer de la haine ethnique qui s'est acquitté de ses devoirs en respectant ses officiers supérieurs, qu'il a été élevé dans l'esprit de tolérance, comme cela est confirmé par les rapports qui règnent toujours au sein de sa famille. Et finalement, Monsieur le Président, je invite la Chambre de première instance à se pencher sur la personnalité de Rano Kolic, son rôle limité, contrairement à d'autres personnes qui y ont été mêlées. Et par rapport à cela, je dois dire la chose suivante. Drago Nikolic n'a pas participé aux événements indiqués par l'accusation et il n'est pas l'homme comme décrit par l'accusation. Merci, Monsieur le Président. Le Président. Merci, Maître Nikolic. Est-ce qu'il y a des questions des juges? Juge Stoll, juge Kwon, juge Prost. Thank you. Le juge Prost, je vous remercie. Maître Bourgon, j'aimerais vous poser quelques questions. Au début de votre présentation, page 6, ligne 12, vous avez discuté de ceci et par excès de prudence peut-être car ceci était mentionné à huis clos partiel, peut-être est-il utile et sage de passer brièvement. Argument maintenant que vous avez présenté vous, mais aussi Maître Stojic, vous avez fait plusieurs fois référence à ceci. Je veux que toute la clarté soit faite sur ce que vous avancez. Vous parlez de tel ou tel témoin à charge que l'accusation a décidé finalement de ne pas citer. Quelle est l'idée que vous voulez laisser passer? Est-ce que la Chambre peut tirer une conclusion quelconque du fait que l'accusation a décidé de ne pas appeler à la barre tel ou tel témoin? Si c'est bien ce que vous pensez, quelle serait la conclusion négative que nous pourrions tirer? Et pourriez-vous nous citer les sources de droit à cet égard? Réponse. Non, je serai clair. On ne saurait en tirer aucune conclusion négative. On ne peut tirer aucune conclusion négative du fait que l'accusation décide de ne pas citer un témoin. Si c'est ce que vous avez compris, ce n'était pas l'intention que j'avais. Mais j'avais l'intention de dire ceci. C'était pour soutenir ce qui était dit par Borovtchenin dans son mémoire et ce que l'accusation ne trouvait pas juste. L'accusation a dit qu'il n'est pas juste de tirer des conclusions partant d'éléments de preuve lorsqu'on sait qu'il manque certains événements. Donc ce n'est pas le fait de tirer une conclusion ou une déduction négative du comportement de l'accusation, c'est simplement pour dire que lorsque vous aurez à vous prononcer, vous pourrez dire qu'il manque des informations. Et s'il manque telle ou telle information qui aurait pu vous aider, vous, juge de la Chambre, à vous prononcer dans un sens ou dans l'autre, à ce moment-là, c'est certain, le bénéfice revient à l'accusé. On n'a pas le droit de tirer une telle conclusion. Un exemple. Qui a donné l'ordre à la police militaire d'aller à Orhovat dans la soirée du 13 juillet? Des éléments de preuve montrent que c'est Yaksikovac qui a donné l'ordre à la police militaire d'y aller.
Nous avons des éléments de preuve directs fournis par certains témoins, notamment Stevo Kostic. Cependant, pour ce qui est de la participation du témoin 168, quant à la façon dont Yasekovic a reçu l'ordre et qui lui a donné l'ordre d'aller, eh bien, à ce moment-là, ce sera une supposition que vous direz, car si Yasekovic n'a pas été cité comme témoin, on aurait pu le citer. Ça veut dire qu'il manque un maillon à cette chaîne. Et parce qu'une information importante manque, la Chambre devra tirer des conclusions, faire des déductions. Et si déduction il y a, le bénéfice en reviendra à l'accusation. En l'espèce, l'accusé, c'est un homme qui n'a jamais ce soir-là appelé Dragan Obrenovic pour lui rapporter des informations qu'il aurait tenues de Popovic. Donc ces éléments manquants ne permettront pas à la Chambre, suivant les circonstances, de tirer des déductions négatives qui nuiraient à l'accusé. Voici ce que nous voulions dire, Madame le juge. Le juge Prost, merci. Je n'ai plus que 2 questions de droit à vous adresser. J'ai bien entendu lu avec soin les arguments concernant ce point dans vos écritures, donc ma question sur le transfert forcé sera limitée. Mais s'agissant des hommes qui ont été séparés de la foule à Potocari, que voulez-vous dire? Si une armée prend le contrôle d'une ville, voulez-vous dire que il serait légitime, là, dans une ville où l'on dit qu'il y avait présence dans la ville encore de membres de l'armée adverse, serait-il légitime que cette armée entrant dans la ville aille dans chaque maison, prenne sous sa garde tout homme en âge de combattre, emporte dans des autocars ces hommes et leur fasse quitter la ville? Est-ce que c'est ce que vous dites lorsqu'on allègue que les forces armées de l'adversaire sont présentes dans une ville et qu'une autre armée s'emporte dans cette ville? À ce moment-là, il n'y a pas de transfert forcé. Réponse oui, question. Donc c'est légitime de perquisitionner les maisons, de les fouiller et d'en faire sortir des hommes qu'on emporte. Réponse tout à fait. Si une armée prend le contrôle d'une ville dans laquelle il y a encore des membres des forces armées adverses, l'assaillant a le droit de placer en détention tous les hommes de l'armée adverse qui restent dans la ville, de les considérer comme prisonniers de guerre, de les transporter, de les transférer dans des lieux de détention. Question. Sans d'abord avoir procédé à des entretiens, sans avoir procédé à l'identification des armées, sans avoir fait la preuve que ces personnes étaient bien membres des forces armées hostiles, il reste légitime, à votre avis, d'emporter ces hommes dans des cars pour les faire sortir de la ville? Réponse. Là, c'est différent. Là, maintenant, vous parlez d'une identification en bonne et due forme de ces personnes en tant que membres de l'armée adverse. Bien sûr, il faut qu'il y ait un processus, c'est ce que dit le droit international humanitaire, dans toute armée. Il y a des directives qui disent que lorsqu'il y a mise en détention de quelqu'un, la première chose à faire, c'est d'envoyer ces personnes dans un lieu de détention où, dès leur arrivée, ces personnes auront l'occasion d'essayer de prouver qu'ils ne sont pas prisonniers de guerre et que la personne concernée est civile. Et lorsque ce processus de sélection a eu lieu, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui se fait aussitôt dans les premières 24 heures, mais s'il y a de bonnes raisons de croire que ces personnes sont en fait des membres de la force adverse, leur détention est légitime tant que le processus de sélection n'aura pas été terminé. Le juge Roche, merci. Je vous ai bien entendu. J'ai une question parce que je suis un peu curieuse quant à ce que vous avez dit à propos de l'entente.
le complot, car je ne connais pas nécessairement le droit qui régit cette question. Je connais la question dans mon droit national, mais là, vous semblez indiquer qu'il y avait une limite temporelle quant à l'application. Par exemple, si aujourd'hui je prenais une entente avec le juge Aldius en vue de commettre une activité criminelle, et si demain nous en discutions, lui et moi, et si les juges Stolet et Kwan étaient d'accord avec nous pour participer à cette activité criminelle, à ma connaissance, ceci serait constitutif d'entente dans le chef de nous, 4 juges. Et il ne semble pas qu'il y ait de limite temporelle à ce droit portant sur l'entente. Et quant à la question de savoir à quel moment les individus participent à ce projet, même si, bien sûr, l'actus reus reste indéterminant. Avez-vous un commentaire? Réponse bien entendu. Les deux théories ont déjà été présentées, soumises au TPIR. Il y a votre thèse, celle que vous venez d'exposer, à savoir que le complot, l'entente, est une infraction permanente, c'est-à-dire que quelqu'un peut devenir membre de cette entente à tout moment. Mais je ne peux pas vous citer l'affaire précise du TPIR qui concerne cela. Mais voici ce que nous pensons. Dès lors que deux personnes décident et s'entendent pour commettre un crime, une fois que le crime a commencé à être exécuté, nous abordons une autre phase. Une personne qui participe au projet, une fois le procès commencé, une fois le processus mis en branle, cette personne n'est plus membre de l'entente, elle est membre de l'infraction. Et s'il se fait que ce crime est commis par entreprise criminelle commune, il devient membre de l'ECC. Pour autant, bien sûr, qu'il soit animé de l'élément moral nécessaire et si sa contribution est matérielle, est essentielle pour la réalisation de cet objectif, de ce dessein commun. Le juge Prost, donc, pour que tout soit clair, je vous demande ceci. Vous dites que cette restriction, elle apparaît au moment où l'infraction commence à être réalisée. À ce moment-là, on n'est plus membre de l'entente et non plus après commission du crime. Réponse exactement. Une fois que le crime a commencé à être commis, il n'y a plus entente, complot. Le juge Prost, merci. Thank you. I have no. I did have one. Le président, je n'ai pas d'autres questions. Mais moi aussi, je m'interrogeais sur la question du moment où un individu pouvait rejoindre un projet d'entente criminelle. Mais je pense que vous avez répondu aux questions posées par Madame le juge Prost. Réponse, est-ce que je peux saisir cette question pour apporter quelques corrections compte rendu d'audience? Première correction, page 26, ligne 2. Ce matin, j'ai dit ceci. Je lis le compte-rendu d'audience. Bien sûr, c'est un élément du crime. J'aurais dû dire, ce n'est pas un élément du crime. Nous estimons que ceci s'intègre dans la définition de l'objectif commun. Deuxième correction, 8 septembre. Ligne 2, page 3, 4, 7, 7, 9. Je ne sais pas si j'ai fait un lapsus. Oui, apparemment, oui. C'est moi qui suis coupable de cette erreur. J'ai dit Rochevich, j'aurais dû parler de Raovatz. Il s'agissait du compte-rendu du 8 septembre, page 34, 779, ligne 2. Une dernière correction qu'il me faut apporter. Là aussi, je me suis trompée. Ai-je trop bu trop de café ou trop peu dormi? Je ne sais pas. J'ai dit que 70% des membres de la colonne faisaient partie des listes de l'armée de Bosnie-Herzégovine.
En fait, j'aurais dû dire de 70 à 73% de la totalité des personnes portées disparues pour Srebrenica qui se trouvaient dans les listes de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Je pense que la distinction est importante et je suis sûr que M. Maklovski dira lui aussi que cette correction était nécessaire. Une dernière seconde pour remercier mon équipe qui a travaillé d'arrache-pied. Et il n'est pas facile d'avoir des assistants juridiques dans ces équipes de défense en raison des conditions de travail qui leur sont imposées. Et je leur dis un grand merci à toutes ces personnes qui ont travaillé pendant toute la durée de ce procès. Je voulais que mes remerciements soient publics. Le président, merci. Mr. Est-ce Maître Lazarevitch ou Maître Gosnell? Maître Gosnell, merci, Monsieur le Président. Je pense que mon confrère aura besoin d'un certain temps pour mettre au point les présentations visuelles. Je pense qu'on pourrait faire maintenant la pause de 25 minutes pour continuer jusqu'à la fin de l'audience. Si ceci vous convient, c'est ce que nous préférerions. Le président m'a... Ça donnera combien de temps? Si nous faisons maintenant une pause de 25 minutes, il restera combien de temps? Ça veut dire qu'on recommencerait à 12h15. Donc ça fera 1h30, ça devrait marcher, c'est bon. Est-ce que les juges sont d'accord? Fort bien. C'est ce que nous allons faire.